Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être là et un peu impressionnée, j'avoue. Je suis très heureuse que l'EPS puisse être représenté et puis qu'on puisse échanger sur l'état des réflexions de cette discipline par rapport aussi à d'autres disciplines que sont les maths ou les langues. On a un ensemble de réflexions au regard aussi de la spécificité de cette discipline-là par rapport aux autres. On va partir un petit peu de ça. C'est comme ça que j'ai construit la présentation en complémentarité avec la note. C'était plutôt de partir un peu des expériences vécues des élèves dans les dispositifs pédagogiques en EPS et de parler un petit peu de finalement la spécificité de ce qu'on a en EPS. La première spécificité, c'est que l'évaluation, elle est constante. Le corps, il est visible à tout instant en EPS. Les productions, les performances de tous les élèves sont visibles pour tous à tout moment. Et donc clairement, l'évaluation entre les pairs, l'évaluation avec l'enseignant, elles sont vraiment au cœur de l'activité. On ne peut jamais vraiment se cacher. Voilà. Peut-être que vous avez des souvenirs de sauts en hauteur où vous passez les uns après les autres devant tout le monde. Et donc là, évidemment, que l'évaluation, elle est au cœur de l'activité puisqu'on peut tout le temps s'évaluer par rapport aux autres. Une deuxième particularité en EPS, c'est la question du rapport aux autres dans l'interdépendance qu'on peut avoir dans les activités support de l'EPS, que sont les activités physiques, sportives, artistiques. On a toujours un camarade qui fait soit partie de notre équipe, soit nous assure en escalade. Et donc notre performance et donc notre évaluation, même si elle est individuelle, elle est aussi forcément dépendante de quelqu'un d'autre dans l'activité et au cœur de notre activité. Et puis un dernier point, c'est la question un petit peu de la légitimité de l'EPS, ou en tout cas de son rapport aux autres disciplines. On a eu un bel exemple de notre ministre ce matin, mais on a quand même cette idée de la place de l'EPS et l'évaluation en EPS. On a la particularité d'avoir des pratiques extrascolaires qui sont assez fortes dans la société. Et donc, quelle est la place entre des élèves qui sont très sportifs, qui vont être là en EPS, et des élèves qui ont peut-être des besoins éducatifs particuliers, qui ont peut-être des inaptitudes. Et donc, comment est-ce qu'on évalue cette hétérogénéité des élèves et de leurs différents rapports au corps? Est-ce qu'un élève très sportif peut avoir une moins bonne note qu'un élève qui n'est pas du tout sportif? C'est des questions qui animent évidemment la discipline et qui sont liées aux autres disciplines sur la question des dispositions sociales qu'on évalue ou pas et de ce qu'on évalue vraiment dans la discipline. Donc, je m'appuie sur des études qui ont été faites plutôt dans un cadre compréhensif de l'activité, c'est-à-dire qu'on analyse l'expérience vécue des élèves dans des dispositifs pédagogiques. Une première étude qui s'intéresse à l'évolution des préoccupations des élèves dans différents types de situations, et notamment la perception des enjeux évaluatifs que peuvent avoir les élèves dans cette situation. Cette étude, elle met en évidence qu'on a vraiment les enjeux d'évaluation chez les élèves sont perçus comme vraiment significatifs et importants dans l'activité, et notamment dans 3 types de situations. Quand il y a une note qui est attribuée, donc c'est-à-dire ça renvoie à ce que, je ne sais plus quel collègue disait, d'évaluation explicite, où l'enseignant met une note à la fin de la séance ou de la situation. Lorsqu'aussi on a un classement entre les élèves, et donc ça c'est des situations qu'on a régulièrement en EPS, vous avez peut-être déjà tous vécu des montantes descendantes ou des prises de performance qui amènent à un classement entre les élèves, et donc même s'il n'y a pas d'évaluation explicite, les élèves se comparent entre eux, ou en tout cas se focalisent sur des enjeux évaluatifs. Et enfin, un dernier type de situation qui là nous intéresse et qui interroge aussi par rapport aux objectifs de l'enseignant, c'est des dispositifs de co-observation entre les élèves où finalement, dans ces situations-là, les préoccupations types d'enjeux évaluatifs sont prégnants chez les élèves par rapport à des enjeux d'apprentissage que visait l'enseignant. Donc finalement, cette étude, elle nous interroge sur la focalisation que peuvent avoir les élèves sur des enjeux évaluatifs par rapport à des enjeux d'apprentissage ou des préoccupations qui sont plus tournées vers le plaisir ou l'intérêt dans la situation. Et donc ça interroge vraiment sur les expériences que peuvent vivre les élèves, la perception qu'ils peuvent avoir des situations par rapport à toutes les formes d'évaluation qu'on met en place et dont vous avez parlé ces 2 derniers jours. Une deuxième étude qui là s'intéresse à des élèves en tennis de table. Donc je vous plante un peu le décor. Là j'ai pris un exemple sur 2 élèves en tennis de table où elles sont en interdépendance toute la séquence d'apprentissage, c'est-à-dire qu'elles sont en binôme toutes les 2 et à chaque match leur score est interdépendant. Je fais un simple et ensuite ma camarade reprend mon score et donc ça crée des interactions, une interdépendance entre les élèves pour donner du sens aux interactions et à l'activité de conseil qu'elles peuvent avoir entre les 2. L'enseignant, pour accentuer des objectifs d'apprentissage, de coopération entre les 2 élèves, met en place la règle du temps mort.
En gros, si je prends un temps mort, ma camarade elle est en train de jouer, je prends un temps mort pour lui donner un conseil. Si ma camarade ensuite gagne le point, on gagne 10 points. Donc c'est l'objectif vraiment d'accentuer l'activité coopérative. Mais quand on analyse l'expérience vécue des élèves dans ce dispositif, elles détournent la règle du temps mort, c'est-à-dire qu'en fait, elles prennent un temps mort, et puis quand on l'analyse dans l'entretien, en fait, en gros, elles se rappellent qu'elles peuvent gagner 10 points, mais elles disent un petit peu n'importe quoi pendant le temps mort, et elles ne donnent pas forcément de sens ou de signification à l'interaction entre les deux élèves. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, ce sont des élèves qui ont des dispositions sociales de réussite à l'école, et donc, quand l'enseignant passe entre les groupes, elles font croire à l'enseignant qu'elles ont dit tel ou tel conseil, et donc on a un vrai masquage de l'activité. Et elles remplissent leur rôle de bonne élève, où elles savent très bien ce que l'enseignant attend de cette situation-là. Donc elles lui font croire qu'elles ont donné un super conseil, mais finalement elles ne donnent aucune signification au conseil qu'elles venaient de donner. Et donc ça, c'est un élément qui est assez important sur la question de ce qu'on évalue aussi en EPS. Est-ce qu'on évalue le métier d'élève, c'est-à-dire finalement ce que l'élève va être capable de nous renvoyer? On a, nous, des attentes, puis les élèves savent très bien quand on met en place une situation ou une variable ce qu'on attend d'eux. Ou est-ce qu'on évalue vraiment les compétences, les apprentissages qu'on a voulu mettre en place derrière cette introduction d'une variable? Et donc là, ce qui nous a interrogés ici, c'est parfois le manque de réinvestissement qu'il peut y avoir entre des situations d'apprentissage et des situations d'évaluation, parce que les élèves se focalisent sur d'autres préoccupations. Alors ça peut être l'évaluation, ça peut être la volonté de répondre à l'attente de l'enseignant et pas forcément les objectifs d'apprentissage. Donc ça, c'est une question qui interroge vraiment pour aussi toutes les disciplines sur finalement qu'est-ce qu'on évalue. Est-ce qu'on évalue la bonne réponse du métier d'élève ou est-ce qu'on évalue les apprentissages? Donc, si on peut résumer un petit peu en EPS cette préoccupation-là, on a d'un côté, on a longtemps évalué, et peut-être que vous l'avez connu dans votre jeunesse, sur cette idée qu'on évaluait la performance un peu brute. L'idée que on va évaluer une performance en course, on va évaluer vraiment la performance, c'est-à-dire les ressources qu'on avait. Et d'un autre côté, on a une tendance, une volonté institutionnelle d'évaluer d'autres compétences plus larges qu'uniquement la performance motrice, des compétences qui peuvent être sociales. Là, par exemple, on voit à droite des élèves qui remplissent une fiche d'observation, ils vont être amenés à faire des choix, à se repérer sur des outils d'évaluation. Si on revient finalement à la finalité de l'EPS, qui est de former un citoyen qui est épanoui, cultivé, capable de faire des choix éclairés pour s'engager de façon régulière et autonome dans un mode de vie actif et solidaire. On voit bien que cette finalité de la discipline, elle vise un engagement à long terme dans la pratique. Elle n'est pas simplement sur qu'est-ce que c'est une performance motrice à un instant T, c'est comment est-ce qu'on fait pour que nos élèves, dans le cadre scolaire, développent un rapport positif à l'activité physique pour pouvoir s'engager de façon autonome et éclairée tout au long de leur vie. Et donc ça interroge sur ce qu'on évalue en EPS, ce qu'on apprend et ce qu'on évalue. Est-ce qu'on évalue des dispositions, on va dire des ressources physiques qu'ont déjà les élèves, qui sont peut-être déjà sportifs ou qui ont déjà une activité extrascolaire, ou est-ce qu'on évalue aussi des compétences un peu plus générales qui sont liées à se connaître dans l'activité, à connaître les principes et les mécanismes d'un effort physique, les activités sur lesquelles on peut s'appuyer. Donc cette question de ce qu'on évalue, elle interroge du coup aussi ce qu'on apprend en EPS. Je vais donc essayer d'aborder trois éléments par rapport à cette question-là. La question de comment est-ce qu'on envisage les compétences en EPS et cette distinction qu'on fait de façon un peu caricaturale entre des compétences motrices, méthodologiques et sociales. La question du rapport aux pratiques sociales de référence. Vous le savez, l'EPS, elle s'appuie sur les activités qu'on fait en dehors de l'école, que sont le sport, la danse, tout un ensemble d'activités. Et puis cette question entre évaluation et apprentissage. Un premier élément, alors c'est pas lisible, mais c'était juste pour m'appuyer sur les textes de référence au bac et la façon dont on est évalué et on évalue les compétences en EPS. On a la distinction entre les attendus de fin de cycle sur trois éléments. On a 12 points qui sont répartis sur l'efficacité motrice, l'efficacité technique, donc on est vraiment sur l'aspect très moteur, plutôt performatif. Et on a ensuite 8 points qui sont séparés entre des compétences méthodologiques ou sociales. Par exemple, faire le choix d'un camarade, de tenir un chronomètre, tenir un starter. Ce qui nous interroge ici, c'est vraiment la distinction qu'on fait dans la façon dont on envisage une compétence entre des composantes qui sont motrices, c'est-à-dire qu'on aurait un élément technique, une forme d'habilité, des dimensions plutôt méthodologiques, réflexives et des dimensions sociales.
Cette distinction-là, elle peut être critiquée dans la littérature sur le fait qu'on continue à segmenter l'activité humaine, d'abord entre le corps et l'esprit, c'est-à-dire qu'on aurait des connaissances qui pourraient être, qui sont disponibles, et ensuite on pourrait les mettre en action, mais la question c'est qu'on segmente toujours l'activité entre ce qui est disponible et ce qu'on met en action. Ça interroge sur l'aspect aussi contextuel d'un apprentissage. Si on pense le concept de compétence, la compétence, elle n'est jamais hors sol, elle n'est jamais hors contexte d'agir. La compétence, c'est un agir compétent au sens de Massiotra sur un agir compétent dans une famille de situations. Et donc, c'est pourquoi on a des propositions dans le cadre de l'EPS qui rentrent par cette question de définir d'abord les situations dans lesquelles on veut que les élèves agissent avant de définir des savoirs ou des apprentissages. Et donc, ça, c'est une proposition qui a été faite dans le cadre de la course d'orientation, qui essaye vraiment d'abord de se dire par quelles expériences, par quelles situations on veut que les élèves soient capables d'agir. Et donc là, sur un enjeu plutôt d'éducation à l'environnement, vous connaissez tous la course d'orientation, on a une carte, on a des balises, le but c'est d'aller chercher le plus de balises possible dans un temps le plus réduit possible. Nous, on s'est dit, le problème c'est que cette question de l'éducation à l'environnement, qui est aujourd'hui fondamentale, si on est dans cette forme de pratique-là de la course d'orientation, où les élèves passent le moins de temps possible en forêt, où on a une focalisation sur des aspects plutôt cognitifs, alors qu'on sait que l'éducation à l'environnement, elle passe par une éducation aussi aux sensations, à une empathie, à adopter son environnement. Et donc là, on est rentré par les formes d'expérience qu'on voulait que les élèves vivent dans les situations, c'est-à-dire prendre le temps dans l'environnement, se focaliser sur un ensemble de perceptions, de sensations, et d'amener les élèves à adopter leur environnement. Et ensuite, on amène des savoirs, des connaissances techniques, des connaissances sur se repérer dans l'environnement, sur comment passer une descente qui engage un petit peu d'un point de vue émotionnel, comment est-ce qu'on se repère. Mais on est d'abord passé vraiment par les expériences et les situations. Et donc, dans ces situations-là, on n'est pas sur valider un savoir technique qui est issu de la pratique de référence, on est plutôt sur l'évaluation des expériences que vivent les élèves, c'est-à-dire le niveau de plaisir qu'ils peuvent ressentir dans la situation. Quelles sont les sensations, les perceptions qu'ils ont pu développer. Il y avait à un moment des descentes qui étaient vraiment engageantes d'un point de vue émotionnel en forêt, qui glissaient un peu. Et donc, on voyait bien qu'au fil des leçons, on avait une adoption, une appropriation de l'environnement. Au début, c'était plutôt un obstacle, quelque chose qui était vraiment qui faisait peur. Et au fil de l'eau, ils adoptent leur environnement. Et donc, on amène à partir de ça les savoirs. Mais c'est vraiment cette entrée par les expériences et les situations qui est importante pour vraiment cette idée d'évaluer aussi d'autres apprentissages et le plaisir que peuvent ressentir les élèves dans les situations. Cette idée d'entrer par les situations, en EPS, on parle beaucoup de formes scolaires de pratique, c'est-à-dire d'un espèce d'équilibre entre ce qui est de l'ordre des formes culturelles, des savoirs, on va dire, dans d'autres disciplines, des savoirs savants, c'est-à-dire la culture de référence qu'on veut faire apprendre aux élèves, donc qui renvoie à une culture, à des normes, et de l'autre côté, un équilibre à trouver entre les objectifs éducatifs qu'on veut. Là, je vous ai donné l'exemple d'une éducation à l'environnement, et donc très clairement, cet équilibre entre les deux, il permet d'envisager, de rentrer par les situations avant de rentrer par les apprentissages. Hop, et donc, si on pense vraiment sur l'entrée par les situations, on a beaucoup de propositions en EPS qui s'appuient et qui cherchent à développer des outils d'évaluation pour que les élèves soient capables, en fait, dans ces situations, de développer des connaissances sur leurs pratiques, de s'améliorer et qui essayent de ne pas segmenter l'activité des élèves, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, et surtout qui essayent de s'adapter à l'hétérogénéité des élèves. Le but, c'est que les élèves soient capables, par rapport à leurs propres ressources, par rapport à la perception qu'ils ont de l'environnement, de progresser et d'atteindre le niveau visé par l'enseignant. Ici, un exemple sur un outil d'évaluation en demi-fond, où les élèves doivent vivre 3 types de courses qui renvoient globalement à des expériences culturelles qu'on pourrait vivre quand on fait de l'athlétisme. Et donc, on articule un score de performance, qui est la performance plutôt brute, et un score individuel, c'est-à-dire un écart entre les courses qui permet de rendre compte pour l'enseignant de compétences plutôt liées à la maîtrise de son effort, à la connaissance de soi, à la gestion de l'effort. Et donc, on a l'articulation entre ces deux composants, ces deux scores, qui permet de ne pas segmenter la compétence, puisqu'en fait, les deux scores sont interreliés et renvoient à la compétence qu'on cherche chez les élèves. Et surtout, ça permet de gérer l'hétérogénéité entre les élèves et de s'adapter aux différents profils qu'ils peuvent avoir.
Un autre exemple qui est peut-être plus parlant pour vous et qui renvoie à un ensemble de processus sur le lien entre évaluation et apprentissage, c'est par exemple en badminton des scores qu'on appelle des scores parlants. Rapidement, c'est un score, par exemple, indice 100. Vous êtes en situation de match contre quelqu'un. Et donc, l'objectif de l'enseignant, c'est d'amener les élèves à utiliser des trajectoires de plus en plus tendues. Vous savez qu'en badminton, soit on joue plutôt sur l'espace pour remporter le point, soit sur la vitesse des frappes. Et donc là, l'objectif de l'enseignant, c'est de jouer plutôt sur la vitesse des frappes. Et donc, si je gagne un point avec une trajectoire plutôt haute d'un volant, je gagne 1 point. Si j'ai une trajectoire plutôt longue et tendue, je gagne 10 points. Par contre, si je gagne avec un smash, je gagne 100 points. Et donc, en fait, on a un indicateur à la fin du match qui permet de révéler la compétence. Par un outil quantitatif, on révèle finalement l'objectif d'apprentissage qui était visé. À la fin du match, pour l'élève ou pour l'enseignant, on a vraiment tout de suite cet indicateur de est-ce que j'ai utilisé beaucoup de frappes plutôt tendues ou smashées, ou est-ce que je suis encore sur les trajectoires en cloche. Et donc, on a beaucoup de propositions là-dessus sur comment est-ce que les élèves finalement mobilisent ces outils quantitatifs au service du qualitatif et au service de la compétence visée par les enseignants. Et donc, on a vraiment des propositions qui permettent que les élèves s'acclimatent et en tout cas incorporent ces outils-là, qui leur permettent à la fois de progresser, de s'évaluer, et pour l'enseignant, c'est aussi un outil d'évaluation de sa propre activité. Tout ça dans l'objectif de permettre à tous les élèves de réussir de façon équitable. On a aussi des études qui rendent compte de certains sentiments d'injustice par des élèves, notamment des élèves garçons. Vous savez tous qu'on a encore dans certaines activités des barèmes différenciés entre les filles et les garçons, ce qu'il n'y a pas dans les autres disciplines. Mais ça crée des sentiments d'injustice aussi. On a souvent des garçons dans les classes qui nous disent que le barème il est trop facile pour les filles et qu'eux, du coup, ils ont une moins bonne note. Mais c'est un peu comme tout à l'heure ce qu'on disait sur un élève très sportif par rapport à un élève qui est inapte. Et donc, la question de l'équité de l'évaluation, et donc là, Mickaël est parti, mais la question de comment est-ce qu'on adapte les évaluations. En EPS, on a encore des élèves qui ne sont quasiment, certains ne sont pas évalués toute leur scolarité parce qu'ils sont inaptes. Est-ce qu'on nous ferait la même chose en maths ou en langue ? Personne n'aurait cette idée-là. Donc c'est aussi comment est-ce qu'on arrive à ce que tous les élèves, peu importe leurs ressources et leurs difficultés motrices, peuvent être évalués et peuvent apprendre en EPS. Et donc, en guise de conclusion, d'abord un premier élément sur la place de l'évaluation aussi dans le système et dans la perception des élèves. J'espère par ces petits exemples vous montrer que quand même si l'évaluation elle n'est pas explicite, et on en a déjà parlé aussi pendant ces 2 journées-là, la perception des enjeux d'évaluation elle est constante, et encore plus en EPS, encore plus dans des contextes où le corps et la performance ils sont constants et vraiment dans l'activité réelle. Et donc, est-ce qu'on n'a pas aussi tendance à multiplier les outils d'évaluation ? Alors évidemment, c'est des outils qui sont au service des apprentissages, mais pour autant, on met une pression constante sur les élèves, et peut-être que aussi une forme un peu de décélération pédagogique ou de décélération des outils, et de se focaliser aussi sur ce que les élèves vivent, le plaisir qu'ils peuvent avoir à apprendre, à agir avec les autres, et de façon simple, sans utilité directe ou sans évaluation constante. Je pense que dans le système actuel, on a aussi peut-être besoin, nous, de décélérer et d'avoir aussi des activités où, sans utilité directe, on prend plaisir à agir. Un deuxième élément pour conclure, on a aussi la tension en EPS, je le disais en introduction, qu'on a des élèves qui sont beaucoup en interaction, mais pour autant, on les évalue quasiment tout le temps de façon individuelle. Et donc, comment donner du sens à ces apprentissages coopératifs ? J'ai donné l'exemple tout à l'heure en tennis de table du temps mort. On essaye vraiment de donner du sens à ces apprentissages-là, mais pour autant, les évaluations, le parcours scolaire, il est profondément individuel. Donc là, on a une tension qui est importante et qui finalement nous renvoie toujours à cette question et comment articuler les deux. Et puis enfin, j'en ai un petit peu parlé sur la question de l'équité et de la prise en compte de l'hétérogénéité. Les différences en EPS, elles sont visibles, vu qu'elles touchent au corps. On voit très bien si les différences entre les filles et les garçons, entre des élèves en surpoids ou des élèves pas en surpoids. Et donc, elles sont visibles. Dans les autres disciplines, il y a autant de différences sur les dispositions à apprendre ou des dispositions à agir. C'est juste qu'en EPS, elles sont visibles. Donc, on fait des adaptations assez fortes. Mais en fait, comment est-ce qu'on rend cette évaluation équitable ? Comment est-ce qu'on prend en compte cette hétérogénéité ? Ça reste des pistes qui sont évidemment encore à explorer. Je vous remercie pour votre attention.
Merci pour la présentation et pour avoir parfaitement respecté le chrono. Bon, on n'attendrait pas moins de quelqu'un de PS. Merci Léa. Donc, question du jury. Bonjour. Merci Madame Gottsman de votre présentation. Alors je me présente, je suis Patricia Brasseur, professeure d'éducation physique et sportive. Et je vais commencer donc par recontextualiser notre questionnement. Selon votre note d'expert, la segmentation qui consiste à évaluer de façon différenciée ce qui est de l'ordre du moteur, du méthodologique et du social serait négative, alors que ces trois dimensions sont imbriquées dans la pratique de l'élève. Alors, notre questionnement, justement, arrive. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi cette évaluation serait négative alors qu'on a tendance à considérer qu'une évaluation soutenante pour les apprentissages des élèves se doit d'être critériée et implicitement donc segmentée? Et notre deuxième question, c'est pourriez-vous nous donner des exemples au sens de la discipline d'une évaluation globale qui est critériée et donc plus intégrée et plus favorable aux apprentissages des élèves? Et avez-vous connaissance de recherche qui explicite ce constat? Merci. Merci à vous. J'ai essayé effectivement un petit peu de commencer à y répondre dans la présentation, mais je pense qu'il faut distinguer ce qui est de l'ordre des critères et ce qui est de l'ordre de ce que je critique dans la segmentation de l'activité. Les critères, c'est ce qui permet de rendre compte de l'acquisition d'une compétence par un élève, les différents éléments qui permettent de le rendre compte. Ce que je critique ici, c'est plutôt la littérature, hein, c'est pas que moi, c'est cette idée qu'on a tendance à vraiment à segmenter et à diviser. Dans l'activité, mais vous tous, dans votre activité quotidienne, on n'a jamais quelque chose qui est de l'ordre du moteur, quelque chose qui est de l'ordre du méthodologique. Ça renvoie à une conception très segmentée de l'activité entre le corps et l'esprit, entre le corps et l'environnement. Et donc, pour moi, ce qui ressort, cette entrée par les situations au sens de... on ne définit pas une compétence hors sol, mais on est capable de définir quelqu'un qui agit de façon compétente dans une situation. Ça, c'est Massiotra qui le développe. Et je trouve que c'est vraiment porteur pour justement changer le regard qu'on peut avoir sur le lien entre les évaluations et les apprentissages. On ne définit pas un savoir ou une compétence qui est décontextualisée, quoi. On est capable de définir quelqu'un qui agit de façon compétente dans une situation. Et à partir de ça, on identifie des critères qui permettent de rendre compte du niveau de compétence, de l'appropriation de l'élève de son environnement. En fait, l'idée derrière aussi, c'est de sortir de cette vision... on a un dispositif d'apprentissage, un problème auquel on confronte les élèves, et ce problème-là va leur permettre d'apprendre tel ou tel savoir, telle ou telle connaissance. L'élève dans c'est la démarche de Massiotra, c'est aussi de se dire que l'élève il doit chercher à adopter son environnement, à approprier et à co-construire la relation avec l'environnement. C'est pas uniquement apprendre un savoir ou répondre à un problème, c'est aussi progressivement transformer son environnement, se l'approprier et réduire cet espace qu'on a entre nous et notre environnement. Et donc, il y a quelques éléments là que j'ai donnés par rapport à ça. Je ne sais pas si je réponds à la question ou si... voilà, mais c'était l'idée. Ouais. Est-ce que le jury a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des papiers qui sont passés dans la salle avec des questions? Sinon, j'en ai une sur Twitter. Bon, j'ai déjà commencé celle qui est sur Twitter. Elle nous vient de l'Acadie de Nantes. Quand vous parlez de l'association de deux scores, ont-ils le même poids ou la performance a-t-elle un poids plus important dans l'évaluation finale? Alors, dans cette proposition-là, il me semble que les deux scores sont plutôt équitables. Je me retourne vers Jérémy, mais il me semble que c'est plutôt justement... Après, en fait, il n'y a pas... Justement, le but, c'est de ne pas retomber dans cette distinction entre les deux. Un score de performance et un score de maîtrise. Le but, c'est d'articuler les deux pour vraiment rendre compte de la compétence. Donc, j'avoue que je ne saurais plus me répondre précisément sur la quantité, sur la note sur 20 ou sur ce score, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment l'articulation entre les deux, plus que de se dire on est encore segmenté entre les deux, quoi. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres questions sur Twitter et je ne vois pas de petits papiers qui sont en train de descendre. Donc nous pouvons remercier encore une fois Léa. Bravo.